On a la première table, le premier débat consacré aux critiques, avec ce titre « Everyone is a food critic ». Tout le monde est un critique, est devenu un critique gastronomique. Et le sous-titre, c'est « Comment bien prendre les critiques quand on est un chef ». Donc on est là pour en parler avec, je vais les laisser se présenter, des critiques françaises. Je ne sais pas qui veut démarrer. Stéphane Méjanès? Et pourquoi Et pourquoi pas, Stéphane? Non, juste pour me présenter. Donc, je suis Stéphane Méjanès, je suis journaliste indépendant, pigiste, pour Omnivore, un peu pour l'Obs, pour Trois Couleurs, Food Pâtisserie, voilà. Comme je dis souvent, je suis un mercenaire de la plume. Et j'ai écrit un petit livre consacré à la critique gastronomique, un petit pamphlet qui s'intitule Tailler une plume. Qui s'appelle Tailler une plume. Voilà, aux éditions. J'ai osé à l'Épure, aux éditions de l'Épure. Donc voilà, j'ai fait 10 stéréotypes de critiques gastronomiques, sans nom évidemment, j'ai cité personne. D'ailleurs, aucun de mes voisins n'est dans le livre, bien sûr. Et voilà, où je m'amuse à croquer les comportements de mes confrères critiques. Et de moi-même. Hein, c'est aussi un exercice d'autodérision et de tous les critiques. Comme tu disais en introduction, tout le monde aujourd'hui se pique de faire de la critique gastronomique. Donc, ça, on va y revenir après. Sujet, alors, voilà. Jean-Claude Ribaud, peut-être, parce qu'on était parti de la gauche. En tant que doyen, je me dois de prendre position sur... Ça marche là, non? Il marche, on vous entend. Ouais, je me dois de prendre position sur le terme de critique. Personnellement, je ne me suis jamais considéré comme un critique gastronomique. Bon, parce que c'est à la fois restrictif et vaseux, dans la mesure où vous venez de dire vous-même que tout le monde se considère comme critique gastronomique, évidemment à cause des réseaux sociaux. Donc vous avez écrit pour le journal Le Monde pendant 25 ans. 25 ans. Donc, mais vous ne vous définissez pas comme critique. Je me considérais comme un chroniqueur gastronomique, ce qui n'a pas grand-chose à voir. C'est-à-dire que ça faisait référence essentiellement à une culture apprise, partagée, communiquée, et à quelques principes que j'avais. Je vais pas vous tartiner longtemps, mais... On a une question là-dessus sur la culture des critiques gastronomiques, on abordera le sujet après. Juste un mot alors, ce qui guidait ma plume à l'époque, c'est une paraphrase de Spinoza, nous n'aimons pas les choses parce qu'elles sont bonnes parce que nous les aimons. Alors, méditons. Magnifique phrase. Emmanuel Rubin. On ne va pas commencer le débat, donc je vais me présenter, ça ira plus vite. Emmanuel Rubin, je suis chroniqueur gastronomique et critique gastronomique au Figaro depuis 25 ans. Et j'ai commis il y a 20 ans, avec Alexandre Camas, le fooding. D'accord. Ezequiel Zera. Donc peut-être le Benjamin, je ne voudrais pas m'avancer, mais peut-être le Benjamin de l'équipe. Sûrement, du coup. Bonjour, Ezequiel Zera. Donc je suis chroniqueur gastronomique et critique également à l'Express. Et Sophie. J'en ai un. Bonjour. Ah oui, il ne marche pas. Attends, ça s'allume ce truc. Prends celui-ci. Je prends celui de mon collègue. Bonjour. Sophie Brissot, surtout auteure de livres culinaires, mais aussi chroniqueuse gastronomique à Food & Sens et très rarement critique, pour la bonne cause. Alors, la première question qu'on avait envie de vous poser, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'improvise soit chroniqueur, soit critique gastronomique. Je ne veux pas arbitrer dans le débat. Quelle est votre définition, au fond, d'un critique gastronomique? On en parlait, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui va au restaurant, qui mange et qui donne une note? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une culture particulière? C'est moins un métier, finalement, qu'une passion. Comment vous définiriez ce qu'est un critique gastronomique? Déjà, un critique gastronomique, c'est d'abord un journaliste gastronomique. Ensuite, pour aller vite, quand on est journaliste, c'est un peu comme les chefs quand ils sont face à leur morceau de viande. Ils ont à peu près 15 façons de la cuisiner. Ils peuvent la rôtir, la poêler, la braiser, je passe. Nous, les journalistes, on a vingtaine de genres journalistiques qu'on peut travailler. On a la chronique, on a le reportage, on a l'enquête, on a l'interview, on a le portrait. Et parmi eux, il y a un genre qui s'appelle la critique. C'est pour ça que moi, je ne me sens pas spécialement... je fais du journalisme, et dans ce cadre du journalisme culinaire, je fais essentiellement de la critique gastronomique. La plupart de mes confrères sont des journalistes gastronomiques. Ils font des portraits, ils font des interviews, ils font des chroniques sur les radis, sur les pousses de bambou, je sais. Et en vérité, très peu font de la critique gastronomique. Quelques-uns, mais très peu. C'est ce qu'expliquait Jean-Claude. Alors, c'est pas que ça soit une plus-value et une moins-value de faire de la critique gastronomique, mais on verra pourquoi c'est peut-être important de ne pas trop se départir
dans les champs du journalisme, parce que si vous voulez être critique et un bon critique gastronomique, mieux vaut se mettre à distance. Pour être à distance, mieux vaut régler son addition. Pour être à distance, mieux vaut pas être trop connu. Parfois, c'est un problème. Et puis, ne pas trop copiner avec les chefs. Or, quand vous faites des portraits, quand vous faites des reportages et des enquêtes, et c'est pour le bien de votre sujet, vous allez travailler avec les chefs. Et vous allez installer une espèce de connivence. Et cette connivence, elle sera toujours très négative. Et moi, pour votre critique. Et j'ai beaucoup de mal, finalement, avec les journalistes gastronomiques qui font de la critique. Il ferait mieux de faire tout le reste sauf de la critique. Moi, j'ai choisi à peu près de faire que de la critique. Et pour le reste du journalisme, je le laisse à mes excellents confrères qui viennent éclairer la chose gastronomique. Mais la critique gastronomique, c'est d'abord ce travail-là, un genre journalistique. Après, on pourra rentrer dans les détails. D'accord, un genre journalistique qui, pour vous, doit garder sa pureté, donc s'exercer. Ah ben, écoutez, après, simplement. chacun le fait comme il veut, hein, mais quand on commence à le faire sans méthodologie, eh bien, on est déjà moins un critique. Et c'est aujourd'hui tous critiquent certainement pas. Bien sûr que non, tout le monde n'est pas critique. C'est un métier, c'est pas un art de vivre. Tant mieux, c'est un métier de passion. Mais comme chef, c'est un métier de passion. Alors non, oui, à la question, tout le monde est-il critique? Certainement pas. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites, tout ça, que tout le monde émette un avis, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Et je suis le premier à l'accepter. Mais une critique, c'est une construction. C'est une construction intellectuelle où tu dois essayer de tendre à l'impartialité, te mettre à distance, et il faut un minimum de culture et de travail. Et la culture, bien, ça s'acquiert dans les livres, dans l'expérience, en allant au restaurant, en allant dans les marchés, en passant pourquoi pas à faire la cuisine. Et de tout cela naît une expérience, et donc peut-être une expertise. Donc moi, les avis de TripAdvisor, de la dernière des influenceuses, ou je ne sais qui, c'est très bien, c'est parfait. Si les chefs sont contents, tant mieux pour eux, mais ça n'est pas de la critique. Et moins ils verront de critiques, plus nous regretterons. Qui veut répondre à cette première Ézéchiel peut-être ou Stéphane? Le Benjamin. Le Benjamin. Non, je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, et Emmanuel a raison, mais il y a quelque chose peut-être qu'il faut souligner, c'est que quand on est critique gastronomique, c'est mieux d'être indépendant et donc de régler ses additions. Et heureusement ou malheureusement en France, je ne sais pas, mais il y a assez peu de médias aujourd'hui qui ont des budgets qui permettent aujourd'hui de... En préparant ce débat, tu m'as dit le New York Times, par exemple, envoie plusieurs personnes tester un restaurant le même jour et ils payent l'addition. Et ils y vont plusieurs fois. Alors, effectivement, l'exemple du New York, ils ont un critique gastronomique à New York, le New York Times, et le critique, chaque semaine, publie son article sur un restaurant. Il doit s'y rendre au moins 3 à 4 fois avant de publier une critique. Bien évidemment, il paye ses additions à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y va parfois seul, souvent accompagné de 2, 3 ou 4 personnes. Donc effectivement, et c'est des longues critiques, et c'est des critiques qui sont les plus complètes possibles en général, parce que le journaliste aura goûté tous les plats, et s'il sera rendu plusieurs fois. Stéphane, Sophie? Moi j'avais peut-être une question sur l'impartialité d'un critique et d'un chroniqueur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être critique et chroniqueur à la fois? Est-ce qu'on peut garder son impartialité quand on fait les deux ensemble? Excusez-moi, mais il faudrait peut-être définir tout d'abord la différence entre chroniqueur et critique. Parce que alors, ça, c'est je sens vital. que c'est un débat important. Je pense qu'Emmanuel l'a bien distingué. C'est un genre journalistique, la critique, où on va effectivement au restaurant, on mange et on raconte. Et puis on a a priori pas d'interaction. Moi, je suis un peu plus nuancé, on sait, sur ça, mais moi, je me considère aussi plutôt comme un chroniqueur. Et avant tout un journaliste, vraiment je renchéris sur ce que dit Emmanuel. Journaliste est un métier, comme boulanger est un métier, comme cuisinier est un métier. Maintenant les cuisiniers sont aussi boulangers, donc on ne sait plus. Donc les chroniqueurs sont critiques, les influenceurs sont critiques, sont chroniqueurs. Ce sont des métiers avec des savoir-faire, des techniques qu'il faut appliquer, des grilles de lecture, des méthodologies. Donc il ne faut pas oublier ça. Après, effectivement, il y a plusieurs façons de faire de la chronique de restaurant. J'essaie de biaiser, c'est ni critique ni journalisme. Moi, je n'écris, par exemple, que sur les endroits qui m'ont plu. Je pense qu'il vaut mieux parler d'un restaurateur méritant, en tout cas de mon point de vue, plutôt que de descendre quelqu'un qui peut-être va le subir cette mauvaise critique. Mais il le faut. Moi, je fais ça, mais je
je conçois qu'on fasse autrement. Et Emmanuel, qui fait 5 ou 6 restaurants chroniques critiques chaque semaine, il est bien obligé de pas bien, il mange pas bien tout à tous les repas. Moi, je fais comme ça, et je fais plutôt de plus en plus. Je fais quasiment pas de critique aujourd'hui. Je peux pas dire que je fais de la critique. Je la fais pas de façon systématique comme le fait Emmanuel. Je fais plutôt de la chronique où je raconte des lieux, des personnalités, un travail, un environnement, un écosystème, comme on dit aujourd'hui, avec des artisans, des producteurs, la salle aussi, qui est très importante, les métiers de la salle, tout l'écosystème du restaurant, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je raconte au travers de portraits, d'interviews, et de moins en moins, je dis, voilà, j'ai mangé ça, la cuisson était comme ci, le jus était comme ça. D'abord, est-ce que j'en ai la légitimité aujourd'hui après 7-8 ans de journalisme gastronomique seulement? Voilà, je ne fais pas ça comme le fait Emmanuel, et je pense qu'il y a de la place pour chacun. Le client s'y retrouve. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, et tout le monde s'y retrouve, mais on voit bien que la nuance est ténue entre chronique et critique. Ce que tu viens de définir, c'est effectivement de la chronique. La critique, on parlait de genre journalistique, c'est tu viens construire quelque chose pour non pas donner un avis qui ne soit pas construit, justement. Ton avis est construit, et il est construit sur l'expérience. Ensuite, c'est une information. Tu parles d'un restaurant. Là encore, tu as des grilles de lecture. Nous, au Figaroscope, notre première des informations, c'est de donner les nouveautés, les nouveaux restaurants. Comme exactement le mercredi, il y a des films qui sortent, eh bien, nous, on essaye de parler de tous les restaurants qui ouvrent. C'est déjà le premier pas du journaliste, c'est-à-dire l'information et l'actualité. Ensuite, tu peux raconter un environnement de restaurant, le service, le cadre, l'accueil, le paysage, le public. Et ça commence à être une bonne critique, justement, mais en donnant un avis. Tu n'es pas obligé de t'arrêter à la chronique. Tu peux faire exactement la même chose que la chronique, c'est très bien. Il y en a pour tous les goûts, mais tu peux aller plus loin. Et la critique te donne un peu les clés au public. Voilà, on vous laisse les clés de la voiture. C'est-à-dire qu'on ramène le restaurant dans son genre. C'est pas bien, pas bien. Prenons le cadre des grands restaurants. Là, je vois, il y a plein de chefs en toque avec plein de médailles, plein de trucs. Là, on est certainement dans l'univers des grands chefs, donc de la haute gastronomie, avec ses codes, les fourchettes à 17 dents, les moquettes triple épaisseur, le homard, le pomard, le caviar. C'est ça qui fait un restaurant de haute gastronomie. Et bien là, tu peux le critiquer dans son genre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des très grands et des très bons grands restaurants et des très mauvais grands restaurants. De la même manière, tu peux aller critiquer une pizzeria avec ses codes. Et là encore dire, celle-là, elle est excellente dans son registre de pizzeria. Alors je dois signaler quand même qu'Ezequiel Zera, pour ceux que ça intéresse, a fait le tour des 82 camions à pizza de Marseille pour faire des critiques, et des récits de ces 82 camions. Et c'est un récit absolument passionnant, donc on peut faire sur les pizzerias. Exactement, et certainement, mais je vais laisser la parole à Ezequiel. C'est juste que justement, c'est un genre, le camion pizza, c'est un genre de restaurant. J'ose espérer qu'il l'a chroniqué en faisant 80. Vous savez, quand on fait 80 camions pizza, on commence à savoir ce que c'est qu'un camion pizza. Et ensuite, justement, il peut dire il y en a des bons et des mauvais. Mais il ne va pas comparer son camion pizza à un grand restaurant ou un bistrot. Et c'est ce que je vois, moi, beaucoup sur les univers qui ne sont pas journalistiques et très peu journalistico-centrés, influenceuses, webeurs, blogueurs, donneurs d'avis sur la fourchette. D'accord. Alors, Ezequiel, est-ce que les 82 camions pizza, c'était une expérience gastronomique? Alors d'abord, pas 80, mais 52. Ah pardon, 52, j'en ai rajouté 30. Soyons précis. Non, je considère... Je vais prendre un exemple. Dans l'Express, on a des cœurs, donc entre 0 et 4 cœurs. Je considère qu'on peut mettre 4 à un burger s'il est exceptionnel. On peut mettre 4 à un bistrot s'il est exceptionnel. Et les grands restaurants n'ont pas le monopole des grandes notes. Voilà. Et je vais laisser la parole à Sophie, qui avait un mot à dire sur la différence entre critique et chronique, peut-être. C'est une différence que j'établis de façon tout à fait personnelle, mais je pense que cette distinction, en ce qui me concerne, me vient de mon expérience de travail sur des guides de restaurants, beaucoup de guides de restaurants, puisque j'ai travaillé sur le guide Le Bay pendant des années, sur le guide du fooding brièvement, sur Zurban juste avant la disparition de ce magazine parisien dont je pense très peu de gens se souviennent encore. Et la démarche du guide, c'est pas de la critique, ça ne peut pas être de la critique, pour la simple raison qu'il n'est pas question de donner des avis contrastés ou de raconter où on a mal mangé. Il faut tout simplement choisir des endroits qui sont dignes de recevoir les lecteurs. Donc,
des endroits qu'on a aimés, des endroits qui sont bons. Alors évidemment, on se sert de son savoir-faire, de son expérience, parce que il est évident que c'est un métier. C'est un métier. Je dirais que chroniqueur. Quels sont tes critères à toi pour avoir un exemple de quelle est ta grille de lecture à toi? Ma grille de lecture n'est pas tellement, ne concerne pas tellement le restaurant que ma propre discipline par rapport au restaurant en général. C'est-à-dire ? Je considère que la base du métier de critique, et c'est très difficile, c'est difficile à garder, à conserver, parce que ça va de pair avec l'expérience, le savoir, le discernement. C'est tout simplement de ne pas écouter ses goûts personnels. Notre goût personnel, normalement, enfin, si tout se passe bien, il doit passer le moins possible à travers que ce soit la chronique ou la critique. C'est peut-être ça la plus grande différence avec les Instagrammeurs, les influenceurs. Mais c'est la grande différence, et je crois qu'elle est fondamentale. C'est que quand on se trouve face à un plat, quel qu'il soit, un plat de haute cuisine, un plat de bistrot, une pizza de camion, une crêpe bretonne, c'est pas tellement de savoir, de se dire est-ce que ce plat je l'aime ou non, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me séduit, est-ce qu'il coche toutes mes cases à moi. Non, il faut que j'arrive à savoir autant que possible si c'est bien fait, si c'est bien préparé. À la limite, ça peut ne pas me plaire du tout à moi, mais il faut au moins que je sois capable de dire si le travail a été bien fait. Parce que mon goût personnel n'est pas le goût de la clientèle en général. Il faut que je sorte au maximum de moi-même pour essayer d'aller à la rencontre d'un goût commun qui est indéfinissable, évidemment, mais il faut rester dans une espèce d'inconscient collectif de la cuisine. Oui, Jean-Claude Ribaud. C'est une purge. C'est insupportable. S'il faut s'abstraire de ses propres goûts pour dire ça, c'est peut-être bien fait, mais j'aime pas, mais quand même, ça va pas. Alors vous revendiquez d'avoir une subjectivité. Je considère que c'est une activité purement hédoniste et particulièrement joyeuse. J'ai toujours préféré, moi, faire partager mes bonheurs d'estomac que mes aigreurs. Alors évidemment, il y en a d'autres dont c'est la spécialité. Donc il y a deux écoles ici. Moi je pense qu'il l'a très bien dit. C'est une école qui est celle de la chronique et effectivement qui est pas forcément, d'ailleurs, qui vient pas spécialement du journalisme, et c'est pas une tare, et c'est très intéressant. Mais moi je ne pense pas que ça soit une purge. C'est à considérer que ton métier de journaliste est une purge. Alors je sais que le problème, c'est que dans les journaux, pendant des années, on a accepté des chroniqueurs qui finalement, effectivement, partageaient leur bonheur. C'est une bonne chose, mais il n'y avait peut-être pas aussi cette rigueur que Sophie a très bien expliqué et qui ramène justement à votre question, celle qui vous permettra d'être le plus impartial possible. C'est parce que justement, tu as un peu des grilles de lecture, c'est pas forcément une purge, tu as aussi des grands moments de bonheur, mais tu racontes aussi des moments, des limites, des réserves que tu peux apporter à un restaurant. Aujourd'hui, en plus, plus que jamais, puisque les chefs sont ultra médiatisés, puisque la passion gastronomique est revenue dans le cœur et dans le corps des Français. C'est peut-être maintenant qu'il faut justement appliquer cette grille en disant que quand Ducasse ouvre une brasserie, il ne sait pas y faire parce que toute sa carrière, il n'a jamais fait de brasserie, qu'il en ouvre une et qu'il est paumé. Parce que soudain, il doit gérer 800 couverts, qu'il a un personnel qu'il n'a pas pu caster et qu'il est paumé. Et ça, tu le sais dès le premier jour, tu y retournes 4 mois après, c'est tout aussi paumé. Et ça, c'est un petit peu de l'expérience, justement. C'est pas de dire, oh ben moi, finalement, j'ai bien bouffé aujourd'hui. J'ai une question qui permettra d'aller un peu plus vers quelque chose de commun. C'est comment vous définiriez chacun une expérience réussie au restaurant? C'est quoi pour vous une expérience réussie au restaurant? Est-ce que vous placez du point de vue du client, du consommateur? Est-ce que vous venez avec votre bagage à vous? Indépendamment du talent du chef, il faut que le public aussi, c'est comme à l'opéra, il faut que le public du restaurant ait du talent. C'est-à-dire que ce ne soit pas n'importe quoi, débraillé, le bordel, grossier, vulgaire, bruyant. On ne se repoudre pas pendant qu'on déjeune ou qu'on dîne. On ne téléphone pas à l'autre bout de la planète, etc. C'est compliqué et c'est de plus en plus rare. Mais c'est une des premières... Stéphane, quelle est une expérience réussie au restaurant? D'abord, je voudrais revenir sur cette idée qu'on doit être hyper objectif et détaché complètement. Je le conçois et intellectuellement, ça me passionne et il faudrait toujours faire comme ça. C'est quand même un peu une tarte à la crème.
Et quand on lit une critique de cinéma, une critique littéraire, on ne cherche pas un critique qui a le goût commun, on cherche le critique qui a son goût. Et on suit un critique parce qu'on sait que le livre qu'il va vous recommander... Il y avait deux écoles sur le sujet. Non, mais je pense que c'est vraiment deux écoles. Même si, encore une fois, c'est pas du tout péjoratif et je rêverais qu'on soit tous aussi objectifs que ça. Alors, il faut le faire au maximum. Je pense que c'est difficile. Voilà. Avec ces différences. Avec ces différences-là, quelle est ton expérience réussie, c'est vraiment la combinaison effectivement, de tout un tas d'éléments, comme je le disais tout à l'heure, qui concourent à l'existence même d'une maison, d'un restaurant. Donc c'est pas du tout seulement l'assiette. On peut faire un repas qu'on a moyennement apprécié, mais qui est bien fait, sincèrement fait, cuisiné, avec des bons produits, avec des vrais produits, de vrais artisans, qui ne sont pas juste un nom sur une carte, alors que si on fait les poubelles, on voit que ça vient d'ailleurs. Donc sincèrement travaillé, avec un service qui est professionnel, avec cette juste distance, ni trop familier, ni trop obséquieux, un cadre qui, a priori, va être agréable. Enfin, je pense que c'est ça, tout client lambda peut le vivre. Et moi, je pense qu'un journaliste, un chroniqueur, un critique n'est pas un client lambda. Je n'ai jamais prétendu être le client de base qui va au restaurant et qui raconte et que tout le monde va pouvoir suivre dans son expérience de table. Ça, je revendique pas ça du tout. Donc je vis un moment, moi j'ai quelques critères, mais qui sont assez basiques. Ce que je viens d'énoncer, ça me semble pas non plus extravagant. C'est juste d'être bien entouré, bien servi, bien nourri, et avec sincérité et voilà, et joie de faire. Oui, alors la grille de lecture, il y a la grille classique, l'accueil, le service, le décor, le rapport qualité-prix, bien sûr la cuisine. Le quartier, ça compte beaucoup. La plupart des chroniqueurs sont incapables de raconter juste où se situe le restaurant. Or, un quartier, un paysage, une ville, un village peut vraiment infuser une table. Mais surtout, pour moi, un bon restaurant, c'est quand un restaurant qui tient ses promesses. Ça rejoint aux gens, c'est-à-dire que ce soit un camion pizza ou un grand restaurant, s'il tient les promesses qu'il a annoncées, alors c'est une bonne expérience. Et la plupart des restaurants, pas tous, y arrivent parfaitement. Beaucoup aussi, c'est pour ça qu'il faut un peu les dénoncer, peut-être, en tout cas les raconter, ne tiennent pas ces promesses-là. On dit toujours que la cuisine, c'est quand les produits ont le goût de ce qu'ils sont. Eh bien, un restaurant, c'est quand il tient ses promesses. Le reste n'est que littérature. Ézéchiel, une expérience au restaurant réussie? Non, je pense qu'Emmanuel a raison, effectivement. Moi, j'ai vu des restaurants où, en fait, c'est quand le discours est confirmé par l'expérience et par l'assiette, c'est plutôt une bonne expérience. Et je vais parler d'un exemple que j'ai vu récemment. Le Monde a changé de formule dans sa critique gastronomique. Aujourd'hui, ils le font en 2 temps. D'abord, ils parlent de la promesse annoncée par le restaurant. Est-ce que c'est Parfois, le restaurateur va dire voyage culinaire et va utiliser d'autres termes pour construire son histoire. Et la chroniqueuse, en l'occurrence du journal Week-end du Monde, va derrière dérouler son texte pour vérifier ou pas si la promesse est respectée. Ça la réduit juste à avoir un dossier de presse. Pour tous les restaurants qui n'ont pas de dossier de presse, le journal Le Monde ne fera plus de chronique. C'est bien, c'est une bonne idée, mais c'est quand même aussi la limite du genre, quoi. Parce que là, on parlait pas de collusion, mais je veux dire, c'est vrai que c'est l'idée, mais si tu n'as pas de dossier de presse, et il y a plein de restaurants qui n'ont pas d'agent, tout ça, il n'y aura pas de papier dans le monde. Il faut faire attention à ne pas virer dans le cucul la pralinesque non plus. Emmanuel, ça permet au journal de faire des économies. Le journal doit faire des économies. Sophie Brissot. Il est donc question de l'expérience réussie. Moi, je vais dire bêtement, il faut que ce soit bon. Voilà. Le décor, c'est bien, c'est joli, c'est super, ça se mange pas. L'ambiance, c'est assez important, ça se mange pas non plus. Je crois que la vocation première d'un restaurant, c'est de bien faire à manger, de bien servir à manger, et avant tout, l'expérience. Disons, je vais le dire un peu différemment. Si c'est bon, si c'est vraiment bon, si on ne se fiche pas de la tête du client, tout le reste passe, selon. Oui, je suis d'accord, il y a quand même un degré zéro. Je veux dire, il ne faut vraiment pas que ça soit archi mauvais. Bon, mais parfois, j'ai des nuances sur le bon. Et à la question, c'est le fameux débat de Kurmanski, qui était le prince des gastronomes, un grand critique gastronomique, qui disait « On ne va quand même pas au restaurant pour manger les rideaux ». Eh bien, avec tout le respect que je lui dois pas, on va aussi au restaurant pour manger les rideaux. Autrement, on reste chez soi.
Peut-être que chez soi, on a la chance de faire la cuisine qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de manger. Un restaurant, je l'ai souvent dit, c'est une micro-société, c'est un petit théâtre urbain. Tu vas aussi pour partager des expériences de vie, rencontrer des gens, un climat, une ambiance, pourquoi pas un quartier, un décor. Alors oui, je suis d'accord, il y a un degré où la cuisine ne doit pas descendre. Mais si parfois elle est juste probe, ou peut-être pas parfaite, mais qu'il se passe plein d'autres choses dans le restaurant, alors ça peut être aussi un grand moment. Moi j'ai le souvenir d'une table à Paris qui s'appelle le Piaf, qui est un restaurant, ce qu'on appelle un restaurant mode, un restaurant de nuit. Alors on peut s'en moquer. Si ce n'est que c'est aussi ça un restaurant où, là en l'occurrence des Parisiens, mais ça pourrait s'installer à Monaco, à Nice, où les gens sortent pour aller faire un peu la fête. Il se trouve que le degré de la cuisine était parfaitement correct, c'était plus de nourriture de chevet qui vous fait tenir la nuit, mais il y avait une ambiance. Soudain, un restaurant devenait une sorte de théâtre urbain. J'ai mangé l'un des plats les plus délicieux de ces dernières années, c'est le talon aiguille de ma voisine qui était monté sur la table. C'est aussi ça un restaurant. Alors oui, il faut que ça soit bon, voire très bon, mais parfois, il y a autre chose. Autrement, on reste chez soi. Ou d'ailleurs, on fait Deliveroo comme ça, on a le restaurant chez soi. Ça aussi, c'est bien con. Tu as parlé du fiacre? Le Piaf. Ah, le Piaf, pardon. Alors, une question qui fiacre, qui est vraiment pour les chefs. Comment un chef doit-il prendre une critique? Qu'est-ce qu'il doit en retenir? Est-ce qu'il doit en retenir quelque chose? Il est souvent, un chef, quand il a une mauvaise critique, souvent très énervé d'abord et ensuite enclin à écouter. Parfois aussi, peut ne pas prendre du tout au sérieux une critique. Comment vous conseillez au chef de prendre les critiques? Quelle est la bonne distance? Qu'est-ce qu'il doit retenir de ce que vous dites? Est-ce que ça vous a parfois conduit, une critique, à engager un dialogue avec un chef qui n'a pas compris et qui est venu vous voir? C'est assez fréquent, effectivement, même quand il s'agit d'un petit bémol dans un papier qui peut susciter, dans cette profession qui est naturellement très soucieuse de son image et qui a une bonne conscience d'être, je dirais pas de paranoïa, mais ça arrive. Bon, donc le moindre bémol peut provoquer des débats. Et c'est toujours intéressant quand ils acceptent de dialoguer, et quand le journaliste ou le chronique ou le critique accepte aussi d'y aller, c'est tout à fait positif. Moi, j'ai eu quelques expériences assez rares, puisque, encore une fois, ma plume était plutôt discrète sur la critique, mais c'est toujours été intéressant. Oui, alors d'abord, ils sont peut-être pas obligés de nous lire, si vraiment ça les gêne. Ensuite, moi je pense qu'il y a quelques années, c'était très compliqué. Il y avait deux mondes un peu enfermés. Et quand ils n'étaient pas enfermés, ils dansaient la valse ensemble et c'était de la collusion. Il n'en sortait pas grand-chose, ni pour les chefs, ni pour la critique. Aujourd'hui, il y a peut-être une critique un peu plus à distance, et c'est pas plus mal. Mais moi, je trouve que la jeune génération de chefs n'hésite pas, et là, en l'occurrence, c'est la vertu des nouvelles technologies, par mail, par texto ou un coup de téléphone, à appeler, à savoir ce qui s'était passé. Et pourquoi on avait écrit ça. Alors, quand ils nous appellent comme cela, s'ils nous demandent pourquoi, je dis c'est qu'on a mal écrit. Mais s'ils veulent aller plus loin, on commence à discuter. Moi, je trouve que les chefs sont de plus en plus intelligents et arrivent à comprendre la critique, parce que la critique, quand elle est bien faite, c'est rarement la totale sulfateuse. Et quand elle est très bien faite aussi, c'est rarement le total cirage de pompe. Donc ils sont habitués à avoir une critique qui va moduler les choses, et je trouve que les chefs sont de plus en plus à l'écoute, et donc on en sort grandi, et nous aussi ça nous nourrit en tant que critique, à peut-être éviter, gommer le petit mot facile, à un détail qu'on aurait relevé il y a quelques années pour faire les plus malins, on se dit celui-ci on peut peut-être le laisser passer parce que l'essentiel de l'adresse se joue ailleurs. Je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de débats, et c'est ce vers quoi il faut tendre. Effectivement, une critique, surtout dans la presse, on est tous journalistes, on sait que le lendemain ça emballe le papier, un peu moins avec le net, ça emballe le poisson, ça affiche, ça emballe le poisson, un peu moins avec le net, le web, on va pas mettre son ordinateur autour du poisson. Ouais, le web c'est beaucoup plus vachard, parce que vous faites une critique en 2017, elle va rester longtemps. Ça avait le mérite avant d'être dans la vraie respiration de la presse, c'est-à-dire... Oui, maintenant, ce que vous écrivez peut rester des mois, des années dans la mémoire du restaurateur. Ça, c'est un vrai problème. Il faudrait nettoyer régulièrement nos archives, ce qu'on essaye de faire au Figaro. Donc la critique devrait être éphémère, au fond, c'est ça que vous dites? Moi, je pense qu'elle doit être
Assez éphémère, oui, parce qu'un restaurant, c'est quelque chose de fragile. Les menus évoluent, les chefs évoluent. Donc c'est intéressant l'instant de la presse, l'instant de l'hebdo, du mensuel, du quotidien. Au-delà, ça devient beaucoup moins intéressant parce qu'on le voit d'ailleurs au moment où les guides sortent, la plupart des restaurants ont changé de menu, d'adresse, fermé. Moi, j'aimais bien ce rythme-là qui permettait justement Qui d'ouvrir le donnait un dialogue. droit à l'oubli. Alors Stéphane, Un droit à l'oubli. comment mais un chef du coup, doit-il... je voudrais qu'il faut retourner. Il faudrait que tous les journalistes retournent régulièrement, à intervalles réguliers, voir des restaurants qui sont en effet des maisons qui évoluent, qui bougent, et de ne pas s'arrêter. Je pense qu'il faudrait déjà aller manger plusieurs fois avant de pouvoir se permettre une critique. C'est pas toujours Oui, ce que possible. disait Ezekiel Voilà. Zera tout à l'heure. Ouais. Ça pourrait être nécessaire et intéressant. Alors comment Moi, un je chef serais un peu doit-il plus prendre nuancé. une... Je suis comment un peu chef plus doit-il nuancé. prendre Je une pense critique que il y a aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, les chefs sont bombardés de critiques qui sont globalement très positives quand même. Aujourd'hui, sur les Instagram ou ailleurs, c'est plutôt l'enthousiasme qui prédomine. Donc du coup, je pense que ça nuance un peu. Donc les chefs sont tellement contents qu'on les aime sur Instagram qu'il faut peut-être moins attention quand un journaliste professionnel émet une critique. Il se dit bon bah c'est moins grave. Donc d'où l'influence. Voilà, malheureusement, la presse, je pense, perd de son influence aussi, même si ça reste chez certains une culture du journaliste à qui on va parler, qu'on va appeler certains. On va appeler même pour tester un plat. Ça arrive, des chefs qui disent viens, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'ils considèrent encore que les journalistes ont une expertise, une expérience, un savoir-faire qui va pouvoir être une bonne confrontation. Après, il y a vraiment tous les profils chez les chefs. Je pense qu'il faut écouter, il faut mettre un peu de distance. Il ne faut pas regarder TripAdvisor 10 fois par jour, parce que ça ruine. Oui, il y a des chefs qui ça regardent ruine. Il y en TripAdvisor a 10 qui fois font par ça, jour. mais Ouais. toute la journée. Et évidemment, ils n'ont ne voir que la mauvaise critique, alors qu'il y a souvent aussi beaucoup de bonnes critiques. Hein. TripAdvisor n'est pas non plus un déchaînement de mauvaises critiques. Donc il y a un peu de tout. Moi, je rappelle toujours cette expérience des chefs qui me disaient bah, vas-y, dis-moi. Et quand on commence à dire et qu'on émet petite réserve, là on voit, c'est humain, hein, les gens qui se rétractent. Moi je me souviens d'un chef à qui j'ai dit bah, ce plat je ne l'ai pas compris, il y avait tellement de choses que pour moi ça ne marchait pas. Et il m'a répondu ah mais ça c'est mon plus beau plat depuis 10 ans. Donc voilà. C'était évidemment certainement pas le cas, il ne le pensait même pas, je pense. C'était une façon de se C'est une protéger. façon de clore le débat. Voilà. Mais après, ça infuse souvent. Effectivement, je pense que les jeunes chefs notamment, même s'ils peuvent être heurtés sur le moment, ça reste, Et ça ils fait son comprennent. chemin, ils essayent. Voilà, pas plus tard qu'hier soir, j'étais dans un restaurant, on a émis un petit bémol sur un plat et le chef immédiatement a réagi oui. Il nous a dit, bah, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je le faisais autrement, et puis là j'ai voulu faire un autre truc, et puis ça marche pas, ça marche moins bien, et il l'a entendu. Donc oui, ça fait son chemin, mais il faut écouter. Ezekiel, comment un chef doit-il prendre une critique? Je voulais juste rebondir sur ce que disait Emmanuel sur le restaurant fragile, la fragilité du restaurant. Je pense qu'il a raison. On ne fait pas attention. Je pense qu'il y a aussi le restaurant à sa saison. Il y a des restaurants qui sont meilleurs l'été, qui sont meilleurs au printemps, peut-être qui sont meilleurs l'hiver. Et je pense qu'on ne fait pas attention assez à ça. L'autre chose, comment les chefs doivent prendre la critique. Je pense qu'il y a tous les profils, tous les extrêmes. Je crois que la semaine prochaine, il va y avoir le Marc Vera à Nanterre, justement, attaque le Michelin avec le retrait de la 3e étoile. Donc je pense qu'il y a aussi voilà, des excès parfois face à la critique. On peut aussi s'acheter, je mets des guillemets, un critique. On voit qu'il y a des consultants aujourd'hui qui facturent chèrement des cuisiniers et restaurateurs pour pouvoir émettre des avis justement et conseiller les chefs, les cuisiniers sur la cuisine et l'identité de cuisine. D'accord. Sophie? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que pour moi, comment un chef doit-il prendre une critique, c'est une décision qui appartient au chef. Alors qu'est-ce que tu lui conseilles de C'est un peu une faire tautologie de faire. Est-ce qu'il faut Oh qu'il là là appelle là là, mais là c'est également au coup par coup. Cela dépend de la justesse. Ça dépend de la justesse de la critique. Un chef a le droit de se sentir trahi. Un critique a le droit aussi de justifier ce qu'il a écrit. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de règle là-dedans. Mais il y a un autre problème qui m'est passé par la tête à propos justement
des critiques, c'est que Ézéchiel parlait de la fragilité du restaurant, du fait qu'il y a peut-être des saisons auxquelles il est meilleur qu'à d'autres saisons, de toute façon, saison ou pas saison, c'est toujours un édifice assez fragile. Que ce soit un grand restaurant cher ou un petit restaurant pas cher, ça reste fragile. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a le phénomène de buzz, ce phénomène qui fait que tout le monde est, par exemple à Paris ou dans les grandes villes, tout le monde est sur le même restaurant en même temps et on en parle on ne parle que de ça pendant un certain temps et puis au bout d'un moment on en parle moins. Et ça, c'est ce qui se passe après qui m'intéresse. Il m'arrive d'aller dans un restaurant que je n'ai pas visité et d'ailleurs que personne dans la critique n'a visité depuis pas mal de temps, depuis des années. Et je me dis, mais c'est formidable, il existe encore, il marche toujours et ça marche bien. Et je me rends compte qu'il y a un moment où les restaurants entrent dans une espèce d'invisibilité médiatique, mais sont toujours vivants. Et quand je constate ça, ça me fait beaucoup relativiser je dirais l'état de la critique à un certain moment. Merci beaucoup. C'est très juste ça. Il y a une espèce de course à la nouveauté qui est assez dommageable. Alors moi je trouve que quand il y a un journal qui t'offre plusieurs pages, moi j'ai la chance d'être dans un journal, on a 6 à 8 pages par semaine de gastronomie, dont une page dédiée aux nouveautés. Donc là au moins c'est clair, c'est du journalisme, on te dit ça c'est nouveau. Et le reste du temps on peut parler à des restaurants qui sont de saison, qui ont une autre actualité, et on revient sur des adresses qui sont un peu passées. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus regardez où je suis allé. Regardez comme j'existe, regardez comme je suis beau. Et regardez la vie que je n'ai pas construite comme il a du sens, c'est-à-dire aucun. Et donc là, on court aux nouveautés, on doit être dans l'adresse où il faut être. Et ça, c'est vraiment dommageable. Là encore, ça prouve bien que critique gastronomique et journaliste gastronomique, c'est encore une fois un métier avec des règles, une construction, une mise à distance, tendre, j'ai bien dit tendre à l'impartialité, et puis aussi certaines méthodologies. À commencer, on n'a pas le temps d'en parler, mais je le dirai peut-être en conclusion, mais régler son addition. Si les journaux n'ont plus les moyens, moi si mon journal n'a plus les moyens de me régler mes additions, j'arrête. Ce métier ne m'intéresse plus, car tu n'as plus le droit d'être indépendant. Si tu te fais inviter, et c'est mon avis, eh bien, c'est comme si tu te fais inviter chez quelqu'un. Tu ne vas pas dire du mal de ta voisine si elle t'a invité à manger. Ou alors tu es mal poli. Eh bien, un journaliste, un critique qui est invité, c'est un vrai problème après pour prendre ses distances. Il a toujours ce sentiment d'être redevable. Ou s'il ne l'est pas et c'est critique quelqu'un qui l'a invité, alors il n'est pas loin d'être un salaud. C'est ce que vient de dire Emmanuel. Dernière chose, quand tu règles ton addition, parce que moi je vois que la plupart des critiques gastronomiques soit ne règlent pas leur addition, soit font des déjeuners ou des dîners de presse en nombre. Ils sont donc très loin de la réalité du restaurant. Quand tu as 10 journalistes qui sont en train de bouffer ensemble, la veille de l'ouverture, ils sont complètement déconnectés. Ils ne voient même pas le prix. Si tu règles ton addition et que tu y vas tout seul ou à deux, dans les conditions, tu es au plus proche du client, donc au plus proche de la réalité, du vif, de la sueur du restaurant. Et là, tu peux faire ton métier. Voilà, c'est ça aussi les règles. Et c'est marrant qu'une nouvelle génération, avec des nouvelles médias, des nouveaux supports, comme les réseaux sociaux, et totalement oublié cela. Et finalement, cette jeune génération est plus ringarde que les anciens. Il y a encore plus vendu. Oui, je crois qu'il faut, un tout petit peu moduler, Emmanuel, sur l'histoire de l'addition. C'est la mythologie Michelin, ça. Michelin dit « Ah, mais on règle toujours nos additions, etc. » Ça n'empêche ni les scandales, ni les problèmes, ni les querelles, ni la guéguerre. Je suis d'accord. Si ce n'est que Michelin n'a jamais. Je suis d'accord. Si ce n'est que Michelin n'a jamais prouvé qu'il réglait l'intégralité de ses additions. Il y a eu beaucoup d'ouvrages là-dessus. On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui. Le mot de la conclusion pour Sophie. Après, on a des questions de la salle, je pense. Non, le mot de la conclusion, c'était juste pour rebondir sur ce que venait de dire Emmanuel. C'est que ce phénomène, justement, de se faire inviter ou d'être incognito, ça peut exister, par exemple, que ça peut expliquer, par exemple, que certains restaurants qui ont un énorme succès médiatique immédiat et bien préparé puissent être bien critiqués par certains et mal critiqués par d'autres. Et là, ça peut donner lieu à des discordances dans le... Sauf que, Sophie, comme tu le disais, la vérité, elle est dans la durée. Donc, un restaurant qui fait le buzz pendant 2 mois parce qu'il invite tout le monde, s'il n'est pas bon, il disparaît.
On va Donc, devoir... Alors, c'est vrai voilà. que la vérité est dans la durée, mais là, je parle justement des premiers temps. On va devoir arrêter le débat là, mais on va prendre une ou deux questions de la salle. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs, soit sur Facebook, soit dans la salle? Non, pas de questions dans la salle? Très bien, on va passer au débat. Alors, merci beaucoup, on va les applaudir. C'est quelqu'un qui a accepté de venir. Merci beaucoup.